Bonjour à tous, l'opinion est avec vous tous les jours au Salon de l'Agriculture pour donner la parole à ceux qui vivent l'agriculture, à ceux qui la font, à ceux qui la connaissent, à ceux qui l'aiment. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau Jean-Baptiste Moreau. Vous êtes l'unique député de la Creuse, député LREM de la Creuse. Vous avez la particularité d'être aussi un éleveur bovin. Vous élevez des limousines. Tout à fait. Et vous êtes, vous représentez un département dans lequel il y a plus de vaches que d'habitants. Je vous taquine. 400 000 vaches dans votre département, 118 000 habitants. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et vous en êtes venu à incarner en quelque sorte la ruralité et le monde paysan à l'Assemblée nationale. Vous êtes assez référent parmi vos confrères sur ce sujet. Oui, j'ai connu le président de la République sur le salon de l'agriculture ici même en 2017 et depuis c'est vrai qu'on échange régulièrement sur ces questions et j'essaye de faire avancer les dossiers auxquels je crois depuis toujours. J'ai une formation d'ingénieur en agriculture, donc en agronomie et oui, je me suis installé, j'ai repris la ferme familiale en 2006 et j'ai été président de coopérative, président d'abattoir, donc je connais relativement bien la filière viande bovine notamment. On va commencer par un dossier chaud et lourd qui est un peu partout dans les allées de ce salon, celui de la politique agricole commune. On est en train, en ce moment, à Bruxelles, de discuter des budgets. Au-delà de cet aspect budgétaire, sur lequel on peut faire un petit point peut-être pour commencer, qu'est-ce que la France va porter comme ambition pour cette nouvelle mouture de la PAC qui a pris un peu de retard? Parlons d'abord du budget. Où est-ce qu'on en est des discussions budgétaires de la PAC? Le président de la République s'est retiré de l'accord puisque le premier accord n'était pas satisfaisant. Il y a un certain nombre de pays, notamment les pays d'Europe du Nord, qui veulent une réduction du budget de la PAC liée notamment au Brexit, mais pas seulement, qui voudraient investir sur d'autres politiques communes. Or, il n'y en a pas pour le moment. La seule politique vraiment commune qu'on ait au niveau européen, c'est la politique agricole commune. L'objectif de la France, c'est d'arriver à décrocher un budget sur 7 ans, c'est-à-dire pour la phase 2020-2027, à hauteur de 375 milliards d'euros, qui est la somme qui a été versée sur la période 2014-2020 que nous venons de connaître. Donc l'objectif de la France, c'est d'arriver à avoir la même somme exactement que celle qu'on a pu avoir pour accompagner l'agriculture dans son évolution économique et dans son évolution et dans sa transition. Mais voilà, c'est pas gagné encore. On a rallié un certain nombre de pays, l'Italie, l'Espagne, l'Irlande sont sur la même ligne que nous. Dans les pays d'Europe du Nord, c'est un peu compliqué. L'Allemagne hésite entre les deux. Il va falloir quand même conclure assez vite parce que 2020 c'est demain et on va certainement devoir passer par une phase de transition où on n'aura pas la réelle politique agricole commune et la réelle politique agricole commune va s'appliquer à partir de 2022. Mais il est important de conclure sur le budget avant la fin de l'année, absolument. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Baptiste Moreau, toutes ces discussions autour du budget de la PAC? Ça veut dire que l'Europe a du mal à se trouver une stratégie alimentaire, une stratégie agricole? C'est quand même une question de souveraineté. Est-ce que nous, en tant que citoyens en Europe, on est en droit de s'inquiéter de de ce flou autour de la stratégie agricole et alimentaire en Europe? Mais c'est clair qu'aujourd'hui, la première proposition de la Commission européenne de la PAC telle qu'elle l'a proposée de sa composition, c'était plus une politique agricole à la carte qu'une politique agricole commune, C'est-à-dire qu'on rompt avec l'aspect commun de la politique agricole commune. Chaque État négocie en bilatéral avec la Commission européenne sur ses propres objectifs. Or, c'est pas ça dont les agriculteurs européens ont besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un marché commun, sans droit de douane, avec une libre circulation des marchandises. Il faut qu'on ait les mêmes règles du jeu. Il faut qu'on ait les mêmes règles du jeu au niveau fiscal, au niveau social, au niveau environnemental, et pas qu'on passe notre temps à se faire du dumping fiscal, social et environnemental. C'est aujourd'hui ce qui est le cas et ce qui met en difficulté notre agriculture française, qui elle, on lui impose des normes supplémentaires qui répondent aux attentes du consommateur. Sauf qu'en parallèle, on a l'agriculture polonaise ou l'agriculture espagnole ou italienne, pour parler d'agriculture plus proche, qui n'ont pas forcément les mêmes normes ni les mêmes contraintes. Donc on est vraiment dans une problématique aujourd'hui où les agriculteurs ont besoin d'une vision commune de l'agriculture au niveau européen et d'aller tous ensemble vers le même modèle agricole, mais pas les uns à côté des autres. Est-ce que la PAC a les moyens et comment est-ce qu'elle peut procéder pour accompagner les agricultures européennes dans les transitions devant lesquelles elles sont, c'est-à-dire par exemple la transition climatique? Qu'est-ce que c'est les leviers qu'on peut activer au niveau européen? Il faut un système assurantiel comme ce qui peut exister notamment aux États-Unis pour se prémunir justement de tous ces aléas climatiques et économiques. Les deux sont valables. Il faut effectivement, il va falloir faire face au changement climatique. Il est là, de toute façon, il faut l'acter. Et maintenant, il va falloir que les exploitations se modifient en conséquence. Si on parle d'exploitation bovin-viande, sans doute
doute améliorer l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire limiter un peu le chargement, ce qui limite le chiffre d'affaires, donc il va falloir un accompagnement dans ce sens-là, mais ça va être indispensable, sinon tous les ans on va être obligé d'acheter du fourrage qui va venir de plus en plus loin. Donc voilà, c'est ce type d'adaptation-là. Sur les céréales, il va falloir capter le carbone davantage, avoir des couverts permanents pour éviter l'assèchement des sols, pour éviter un certain nombre de choses. Donc ces adaptations, elles ont besoin de capacités d'investissement que les agriculteurs français aujourd'hui n'ont pas forcément. Donc il faut que la politique agricole commune, par le biais d'un système assurantiel, de garantie d'État et européenne, puisse aller vers ce système plus résilient pour les exploitations agricoles. Parmi les dossiers qui ont crispé les relations entre la majorité présidentielle et le monde agricole, il y a les dossiers des pesticides, notamment celui du glyphosate. La décision de sortie du glyphosate est très contestée dans le monde agricole, qui ne comprend pas vraiment la logique face à laquelle il est. Comment est-ce que vous défendez encore, Jean-Baptiste Moreau, la sortie du glyphosate en France? On la défend par le simple fait que, pour le glyphosate, comme pour les OGM précédemment, on a perdu la bataille médiatique et on a perdu la bataille de l'opinion publique. Aujourd'hui, alors je sais que scientifiquement c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'études qui concluent à la non-dangerosité du glyphosate et quelques-unes qui concluent à sa cancérigénicité probable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le président de la République a acté qu'il y aurait un certain nombre d'impasses en fin 2020 qui ferait qu'il y aurait des dérogations pour un certain nombre d'agricultures, notamment l'agriculture de conservation des sols, mais pas seulement, les agricultures en pente, où aujourd'hui il n'y a pas de solution alternative et le fait d'interdire le glyphosate va conduire tout le monde dans le mur. Et si c'est pour remplacer le glyphosate, c'est ce qu'on a dit depuis le début, par une molécule plus dangereuse, ça ne sert à rien. Si c'est pour la remplacer par davantage d'utilisation d'énergie fossile, avec davantage de travail mécanique, avec notamment sur des sols érosifs, des problèmes qui font qu'on ne peut pas remplacer par du travail mécanique, il faut prévoir ces cas-là et anticiper et surtout avoir le pas de temps suffisamment long pour la transition et ne pas interdire de façon abrupte fin 2020, c'est ce qu'a réaffirmé le président de la République. Mais ce qu'il faut se tirer comme leçon de tout ça, c'est qu'il faut que médiatiquement, on arrive à faire autrement et à davantage remettre la science au milieu du débat, parce que on s'est fait avoir sur les OGM, où aujourd'hui la France et l'Europe a interdit les OGM, on s'est fait avoir sur le glyphosate de la même façon. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, Jean-Baptiste Moreau. La France a pris la décision de sortir du glyphosate. Oui, mais parce que globalement, au niveau de la population, moi, les principales attaques que j'ai eues, c'est ni sur les retraites, ni sur les autres réformes qu'on a pu mener depuis le début du quinquennat. Sur le marché de Guéret, quand je me fais attaquer, c'est parce que j'ai refusé d'inscrire l'interdiction du glyphosate dans la loi. Donc, je veux dire, il faut reconnecter le monde agricole avec le monde qui l'entoure, parce que ça, c'est primordial aujourd'hui. On voit bien que même dans des départements comme le mien, on n'a plus un oncle, une tante dans le monde agricole. Donc, plus personne ne sait vraiment ce qu'est le monde agricole aujourd'hui. Et c'est bâti une mythologie autour de ce monde agricole, autour de l'amour et dans le pré, qui est un monde qui n'a jamais existé, qui n'existera plus. Donc, il faut vraiment reconnecter avec le réel le citoyen et remettre la science au milieu des débats, parce qu'on a des défis qui s'ouvrent devant nous. Je pense aux nouvelles biotechnologies avec les NBT et ces choses-là, où il va falloir, face au changement climatique et la mutation et la diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires, il va falloir avoir d'autres solutions techniques et scientifiques pour faire face. Est-ce que l'instauration de zones de non-traitement entre les habitations et les champs était une bonne solution pour reconnecter l'agriculture, les consommateurs, les riverains? Le problème, c'est que c'est parti d'une décision du Conseil d'État, tout ça. C'est parti d'une décision du Conseil d'État qui imposait au gouvernement français, qui demandait au gouvernement français de prendre des mesures dans ce sens-là. On a vu des maires, pour des raisons électoralistes, mettre des limites à 100-150 mètres, du grand n'importe quoi, qui n'avait rien à voir avec le réel. On a fait plancher l'ANSES sur ce sujet-là, qui nous dit 10, 5 et 0 s'il y a des chartes départementales et s'il y a des choses qui sont faites au plus près du terrain. Et je crois à ça, moi. Dans la loi Egalim, on avait voté justement le principe de ces chartes départementales. Elles ont mis du temps à émerger et à se mettre en route. Il y en a un certain nombre de signés au niveau des départements. Et il faut reconnecter le monde agricole avec le reste du monde. Et c'est au niveau local que ça se fera. Parce que si on le fait au niveau national, on rentre dans des délires absolus au niveau des discussions avec les ONG qui s'en mêlent, avec des choses qui sont plus rationnelles. Donc il faut le faire au niveau local. Ces chartes départementales vont permettre de passer parfois de 5 à 0 mètres. Donc il faut les faire, il faut y aller. Maintenant, il y a une demande sociétale de réduction des produits phytosanitaires. Il faut aussi que politiques, agriculteurs, scientifiques, on explique à la population que le zéro phyto, c'est pas forcément souhaitable et c'est même pas, c'est pas forcément possible et c'est surtout pas souhaitable. Parce que les produits phytosanitaires, c'est des produits de soins aux végétaux, comme les antibiotiques sont des soins aux humains, et qu'on ne peut pas s'en passer sous peine d'augmenter les cas d'intoxication alimentaire, entre autres.
Quelle est votre position, Jean-Baptiste Moreau, sur les nouvelles technologies d'édition du génome qui vont permettre de pouvoir régler un certain nombre de problèmes d'utilisation des pesticides, de lutte contre la sécheresse des végétaux? Ce sujet va revenir sur la table au niveau européen l'année prochaine. Quelle est votre position à vous, député français, agriculteur, sur ces questions-là précisément? Ma position, elle est très claire. Il faut que l'INRA, notamment, et le président de la République l'a réaffirmé samedi midi lors du déjeuner avec les interprofessions, il faut que l'INRA s'empare de ce sujet et qu'on puisse utiliser ces nouvelles biotechnologies parce que c'est essentiel justement à la fois pour la réduction des produits phytosanitaires et à la fois pour adapter nos espèces variétales maintenant au réchauffement climatique et de faire en sorte qu'on continue à produire parce que l'autosuffisance alimentaire au niveau français et européen, on le prend pour un acquis à tout jamais, c'est faux, ça peut très bien être mis en question demain et si on dépend d'autres pays pour se nourrir, on sait très bien que ça conduit forcément à des conflits et à des guerres. Au niveau géopolitique, l'autonomie alimentaire est primordiale. Vous avez été, Jean-Baptiste Moreau, rapporteur de la loi Egalim, qui est une loi qui a fait beaucoup parler d'elle, qui a été une des lois phares du début du quinquennat et qui était supposée apaiser les relations dans la filière agroalimentaire entre les agriculteurs, la transformation, la distribution et peut-être les consommateurs. Après un peu plus d'1 an et demi d'application de cette loi Egalim, qu'est-ce que vous en tirez comme bilan? Et peut-être ensuite on s'attachera au point sans doute perfectible de cette loi Egalim. Ce qu'il y a, c'est qu'on a complété une boîte à outils. On a mis des outils supplémentaires dans une boîte à outils. Le problème, c'est que des outils, ça n'est utile que si on s'en sert. Donc il y a un certain nombre d'outils qui n'ont pas été encore forcément utilisés. Ce qu'on assiste, c'est qu'au niveau des négociations commerciales, on verra, elles s'achèvent dans quelques jours pour cette année, mais déjà sur l'année dernière, on a moins de déflation et moins de destruction de valeur que ce qu'il y avait précédemment. Donc il y a la guerre des prix est un peu moins forte. Je dis pas qu'elle est arrêtée, ça serait mentir, mais elle est un peu moins forte qu'elle a pu l'être depuis une dizaine d'années. Donc, ce qui permet de libérer de la valeur à un bout de la chaîne. Le problème, c'est la répartition de la valeur. C'est que pour le moment, cette valeur, elle ne redescend pas jusqu'au producteur. Or, c'est là qu'il y en a besoin. C'est pas la grande distribution, c'est pas les industries agroalimentaires, c'est le premier maillon, à savoir l'agriculteur qui a besoin de cette valeur parce qu'il ne gagne pas sa vie et qui ne vend pas au niveau de ses coûts de production. Il y a certaines filières qui ont mis en place ces indicateurs de coûts de production, pratiquement toutes d'ailleurs, au sein de leur plan de filière, la filière viande bovine, la filière lait. Le problème, c'est que ce qui manque, c'est le premier. Il y a toute une chaîne qui doit être déroulée. Il manque ce premier échelon de contractualisation sur la base des indicateurs de coûts de production, notamment dans la filière viande bovine, ce qui fait que la valeur qui est libérée au niveau de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire, elle descend pas. Elle reste stockée à un endroit où il n'y en a pas forcément besoin. Par contre, en lait, ça a mieux fonctionné. Alors, c'est pas parfait, ça en est loin, mais ça a mieux fonctionné. Les prix payés du lait sont plus proches de l'indicateur qui est à 395 € les millilitres. Aujourd'hui, on arrive à avoir des prix de lait avec prime comprise à 385, 390, donc ça progresse. Pas encore suffisant. Le médiateur des relations commerciales, on a renforcé son rôle dans Egalim pour qu'il puisse aider justement à conclure à la fois les contrats, mais aussi à ce que cette valeur redescende. Il faudra vérifier, là, on va avoir une évaluation de la loi qui va se dérouler certainement durant toute cette année 2020, puisqu'on va arriver aux 2 ans d'application de la loi, et il faut corriger les effets de bord s'il y en a, et éventuellement modifier la loi s'il y a besoin. Alors, peut-être avant de me dire comment on peut modifier la loi, quel est le message qu'on peut transmettre aux filières agricoles? Celles qui sont bien organisées s'en tirent mieux que les autres? C'est ça le bilan? Bien sûr, la filière lait, par exemple, vous avez en face de gros groupes comme Lactalis, 3 associations d'organisations de producteurs qui se partagent l'approvisionnement de ce groupe et qui négocient avec lui. Alors c'est pas avec eux, alors c'est pas simple, mais ils ont besoin parfois du médiateur pour intervenir, pour arriver à conclure sur des contrats sur la base des indicateurs de coûts de production. Par contre, en filière viande bovine, par exemple, vous avez un Bigard. Lui, chaque abattoir du groupe Bigard, qui représente aujourd'hui 60% de l'abattage français, il va avoir 50 interlocuteurs en face de lui. Donc s'il y en a un qui lui cède pas, il va aller voir les 49 autres qui vont finir par lui céder. Donc il faut vraiment structurer, et c'était le thème d'ailleurs de l'Assemblée générale de la Fédération nationale bovine, structurer en association d'organisation de producteurs. Et ça ne veut pas dire créer des COP monstrueuses, une seule COP au niveau national, ça n'aurait pas de sens, elles perdraient leur esprit puisqu'elles n'auraient plus de contact avec l'adhérent. Mais ça veut dire entre COP et non COP, c'est-à-dire organisation de producteurs commerciales et non commerciales, arriver à s'entendre sur un prix minimum. Ça, elles ont le droit, au sein d'une AOP, elles ont le droit de s'entendre sur un prix minimum chaque semaine par catégorie. Et après, après on fait le marché. Ça n'empêche pas qu'elles se fassent la guerre, mais en ne descendant pas en dessous d'un prix qui est le prix de revenu minimum, le revenu minimum de l'agriculteur. Une dernière question qui sera très rapide, Jean-Baptiste Moreau. Est-ce que la loi Egalim va revenir à l'Assemblée nationale pour être révisée sur les points qui posent encore problème? S'il y a besoin, oui, sachant qu'on a quand même déjà, au moment de la loi Egalim, été au maximum du droit à la concurrence et qu'on a un travail maintenant à faire, notamment sur la reconnaissance des organismes interprofessionnels au niveau européen pour faire évoluer le droit à la concurrence
concurrence européen parce qu'il nous contraint à un certain nombre de choses et on ne peut pas faire plus que le droit européen en matière de concurrence au niveau français. Merci beaucoup Jean-Baptiste Moreau. Je rappelle que vous êtes député LREM de la Creuse. Moi, je vous retrouve ici demain sur le plateau du Village Semence avec l'opinion et nous parlerons demain d'agriculture, de conservation des sols. Bonne journée à tous.